Bien bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la commande de Linux de base R5. Alors R5 ça veut dire Remote Synchronisation. C'est une commande Linux très importante qu'il faut connaître et qui va permettre donc de synchroniser deux emplacements distincts qui contiennent des fichiers, que ce soit au sein d'un même ordinateur ou entre deux ordinateurs reliés en réseau. Alors R5 est très puissant. Il existe d'autres logiciels comme Unison par exemple, que vous connaissez peut-être, ou Phil5, qui sont des GUI, des logiciels GUI, mais R5 est en ligne de commande. Et c'est une des applications en ligne de commande peut-être les plus utilisées pour synchroniser des fichiers. Donc la grosse différence entre synchroniser et copier des fichiers, c'est que l'acte de synchroniser va faire des tâches un peu plus complexes et va éviter de bêtement copier des fichiers en réécrivant sur des fichiers existants. Il va donc y avoir un mécanisme de comparaison qu'on pourra paramétrer, qui lui permettra de corriger par exemple que les différences entre ces fichiers, ou de ne pas recopier des fichiers qui sont à l'identique entre deux emplacements. Donc c'est à la fois très puissant et ça peut vous permettre par exemple de rentrer dans le cadre de stratégies de sauvegarde, que ce soit des sauvegardes de système ou des simples sauvegardes de fichiers, de médias, etc. Voilà, donc ça c'est pour la présentation de R5. Ensuite, voilà un peu comment ça va se passer. Alors R5 est quand même une commande Linux très simple. C'est-à-dire que vous allez donc rentrer bien évidemment le nom de la commande R5, puis une ou des options, d'accord, suivi de la source, suivi de la destination. Donc puisque vous allez synchroniser deux emplacements qui contiennent des fichiers, bien, il faut donc que vous ayez un emplacement source et un emplacement destination. Les options vont donc permettre de pouvoir définir de quelle manière vous allez synchroniser ces fichiers, quels seront aussi ces fichiers, et est-ce que vous voulez afficher des résultats ou pas de ce qui est en cours ou de ce qui a été fait. Donc il y a beaucoup d'options disponibles, parce que justement il y a aussi énormément de possibilités de synchroniser des fichiers. C'est ça qui rend R5 très puissant, plus que la plupart des logiciels dédiés à ce genre de tâches. Et c'est un outil qui peut être utilisé donc dans des scripts shell qui vont permettre d'être associés avec d'autres commandes et faire des tâches qui auraient été rébarbatives autrement, et même avec des logiciels GUI qui auraient été autrement plus difficiles à réaliser. Donc ça va être un petit peu la résultante de ce tutoriel. C'est aussi de créer un petit script en shell, en bash shell, en langage shell, qui vous permettra d'avoir un aperçu de la puissance de ce genre d'outils de commande. Donc moi, ce que je vous conseille aussi après, une fois que vous avez compris le fonctionnement, qui vous allez voir est très simple, c'est au préalable, pour bien l'utiliser, c'est de systématiquement passer un peu de temps, d'investir du temps au départ à lire les options à travers la commande man, et pour regrouper celles qui vont vous permettre de faire la tâche voulue. Et aussi de bien définir la source et la destination. C'est-à-dire que donc vous allez donc séparer votre travail en trois, c'est-à-dire trouver les options, définir la source, définir la destination, pour pouvoir enfin tester tout ça avant de le mettre en application dans un script, ou d'en faire une application de production ou quoi que ce soit. Le temps que vous allez passer à configurer correctement votre ligne de commande, ça va être bien plus de temps de gagner par la suite.
Donc restez méthodique et vous verrez que ça restera aussi simple. La seule difficulté étant que il y a énormément d'options. Voilà. Alors, pour vous donner un exemple simple, pour vous démontrer que R5 c'est très simple, voici une ligne, un exemple d'une ligne de commande R5-T espace /etc/ étoile espace /mnt/ copie. Voilà. Alors, ce que fait la ligne de commande, c'est qu'il va copier tous les fichiers inclus depuis ETC, depuis le répertoire ETC, dans le répertoire MNT copy. Il faut bien sûr que le répertoire MNT copy existe. L'option ici, c'est "-t". Donc une option, ça peut être un tiret suivi de plusieurs lettres. Donc ça sera un cumul de toutes les lettres qui sont pour chacune des options. Ça peut être aussi 2 tirets et un mot. Je sais pas, vous verrez 2 tirets, ça sera pas des lettres, mais ça sera un mot d'ailleurs. C'est-à-dire que si vous voyez un tiret et plusieurs lettres, c'est pas un mot, c'est plusieurs lettres. Donc ça correspondra à autant d'options cumulées. L'option T ici en l'occurrence, il permet de ne pas écraser un fichier déjà existant qui porte le même nom à chaque fois que vous allez lancer la commande. Mais il va bien uniquement transférer la différence si différence il y a. C'est donc une synchronisation et non pas une copie. C'est bien toute la différence qu'il y a entre synchroniser des fichiers et les copier. Alors, sous quelle forme les sources et les destinations de R5 sont-elles définies? Eh bien, de la même manière, la source et la destination sont définies de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a dans la source soit un emplacement sur un disque, soit une adresse réseau et un emplacement disque. De la même manière pour la destination. Si bien que par exemple ça peut être /home, donc c'est sous-entendu que l'emplacement sera localhost, /home. Vous pouvez mettre tout simplement /home. Ou une adresse réseau, donc ça peut être un nom d'utilisateur, arrobase, un nom de machine, l'emplacement sur le disque. Le nom de la machine, ça peut être une adresse IP, ça peut être un nom qu'un serveur RDNS va reconnaître, n'importe quoi. Vous n'êtes pas obligé de mettre le nom d'utilisateur et arrobase. Si vous mettez le nom d'utilisateur, il faudra séparer le nom d'utilisateur du nom de la machine par un arrobase. Nom de la machine ou adresse IP de la même manière. Voilà. Suivi donc de 2 points et l'emplacement, systématiquement. Bien évidemment, si vous avez un emplacement avec des espaces, il faudra rentrer le caractère anti-slash devant l'espace ou mettre entre guillemets. Voilà. Quand vous allez insérer tout ça dans des commandes de script, le mieux c'est de mettre l'anti-slash. Et puis donc il y a aussi toutes les options. Alors il y a énormément d'options. On va jeter un coup d'œil avec la commande man R5 pour voir qu'effectivement elles sont très nombreuses. Et certaines options peuvent aussi en regrouper d'autres en les concaténant. Donc généralement c'est parce que ce sont des options qui sont très utilisées ensemble, donc ça a été fait par commodité. Ça agrandit la liste des options, mais ça facilite aussi l'utilisation de la commande, parce que vous allez voir que certaines options sont très souvent utilisées. Donc il y a des options qui sont des options de visualisation de ce qui se passe, comme "-v" ou "-q", qui permettent respectivement de voir les actions effectuées et de cacher ce qui n'est pas une erreur. "-vq" n'affichera que les erreurs, alors que "v" affichera tout ce que R5 fera. Il y a des options de sélection. Alors dans les options de visualisation, il peut y en avoir d'autres aussi, telles que "-stat", qui va vous afficher des statistiques, des transferts de fichiers, etc. etc. Voilà. Il y a des options de sélection aussi, telles que "-c", "-r", "-r majuscule", "d", "l", etc., que vous pouvez concaténer, comme par exemple "-c", "r", "r majuscule", "d", "l", sans espace, donc un seul tiret et toutes ces lettres, ce sera autant d'options, vont définir le type de fichier sélectionné pour être synchronisé. Alors, il y a vraiment énormément, on va voir ça après dans la page de manuel de R5. Et puis il y a des options qui sont dédiées aux actions, comme "-z", "-b", "-e" et bien d'autres. Et ils définissent ce qu'il y a à faire, et ou comment le faire, pour exploiter au maximum la puissance offerte par les systèmes de fichiers et le shell Unix. Cela permet aussi d'imbriquer d'autres commandes utiles, par exemple "-e",
va vous permettre d'utiliser un outil tel que SSH pour communiquer entre deux ordinateurs en toute sécurité. Si vos ordinateurs sont reliés sur le réseau, vous n'avez peut-être pas envie que quelqu'un qui se mettrait au milieu puisse lire les échanges et donc lui aussi enregistrer vos fichiers et donc voir le contenu de vos fichiers. Si cet échange est totalement chiffré, eh bien il ne pourra pas le faire. Voilà, chiffré et sécurisé, c'est-à-dire que pour accéder à votre machine, SSH va créer une authentification par clé. Enfin, ça on le verra dans un autre tutoriel dédié à SSH et OpenSSH, qui est aussi un outil très utilisé sous Linux et qui vous permettra d'acquérir rapidement une puissance d'action en informatique, en administration, qui sera très intéressante pour vous. Voilà, donc maintenant, on va regarder un petit peu dans un terminal la page de manuel de R5, donc man R5. Et là, vous allez voir qu'effectivement, bon, elle est en anglais, vous ne la trouverez pas en français. Elle n'a pas, à mon sens, je peux me tromper, mais je ne l'ai pas vue existante en français. Donc il faut faire l'effort de lire un petit peu l'anglais. Il est possible que je fasse une version française des options, un tableau avec une version française que je rende disponible sur internet, auquel cas je donnerai l'adresse dans les commentaires. Donc voilà, il y a la description, et puis à l'usage, à l'utilisation, il vous donne aussi dans la page de manuel, ce qui est très intéressant, c'est qu'il vous donne aussi des exemples. Par exemple, R5, comme vous pouvez le voir ici. Ok. R5-AVZ espace R5 espace-AVZ espace fou de point src /bar/ espace /data /tmp. Donc vous voyez qu'il y a la commande R5, les options, donc un tiré et les lettres qui correspondent chacune à une option, la source. Donc on voit qu'ici la source est sous la forme d'une adresse de machine et un emplacement de stockage, et la destination qui est en l'occurrence juste un emplacement de stockage, donc qui sera sur le disque sur lequel est envoyée la commande. On pourrait mettre devant ici localhost 2 points, puisque c'est sur cet ordinateur où est envoyée la commande que la destination se trouve. Donc en connaissant les options, vous savez exactement ce que la ligne de commande lui dicte de faire. C'est-à-dire qu'en partant de la machine fou, dans le disque dur à src bar, dans son contenu, il va synchroniser le contenu avec l'ordinateur d'où on appelle la commande dans le répertoire data tmp, et il va le faire en... Vous voyez où il y a le petit V, il va le faire en vous montrant au fur et à mesure ce qui se passe, et aussi il va compresser les données en les envoyant à travers le réseau. Et l'option A regroupe plusieurs options qui permettent de créer des archives de ces fichiers, de synchroniser par mode d'archivage. Donc vous allez voir, on va aller regarder. Voilà, il explique en anglais exactement ce que je viens de vous expliquer. Et voilà. Je vais aller voir directement sur les options parce que c'est ça qui va vous intéresser. Voilà, c'est ici. "-A", ça correspond à 2-archive. C'est le mode d'archive qui correspond à toutes ces options. R, T, L, P, T, G, O et D majuscules. D'accord ? Qui, vous pouvez le voir, R récursif, c'est-à-dire qu'il va aller dans tous les répertoires inclus l'emplacement. L, links, il va copier aussi les liens symboliques, vous voyez. PTGO, alors P préserve les permissions, c'est-à-dire par exemple si vous avez des permissions lecture, écriture en fonction des noms des groupes et autres, il va les préserver. PT, TGO. Donc T, on avait vu que c'était un mode de synchronisation, c'est-à-dire qu'il ne va pas écraser systématiquement les fichiers à chaque fois que vous lancez la commande. Il va faire une comparaison en regardant la date en général par défaut, et il va dire oh, bah, si le fichier sur la destination est
plus récent que sur la source, eh bien il va la mettre à jour, voilà, tout simplement. Après, vous pourriez indiquer avec une commande de quelle manière est-ce qu'il vérifie, si c'est uniquement par les dates ou si c'est en faisant un checksum. Ça, c'est une autre option que vous pourriez rajouter. G, O et D. Donc G, chercher, vous allez voir que c'est pas compliqué en fin de compte. Alors G, O et D, j'ai pas vu passer le G, vous l'avez peut-être vu, et il m'a échappé. Bon, il y a le O. Omettre les répertoires depuis l'option Times. Et préserve les modifications de temps. Voilà, c'est-à-dire qu'il enregistre aussi les données des temps. Par exemple, quand vous enregistrez un fichier, il enregistre aussi l'heure et la date, etc. Donc, il permet de préserver toutes ces options. Donc, c'est vraiment ce que R5 définit comme étant un mode d'archivage. C'est de condenser toutes ces options à travers l'option A, -A. Voilà. Donc, AVZ va vous permettre de faire tout ça en même temps, avec la commande R5 depuis la source jusqu'à la destination. Voilà. Et il y a d'autres exemples qui sont très utiles et qui vous serviront très fréquemment. Donc n'hésitez pas à bien lire le manuel. Et aussi, pourquoi pas, à lire d'autres tutos écrits qui sont sur Internet. Il y en a pas mal sur R5 qui sont très bien faits. Sur le site ubuntu.fr, il y en a quelques-uns aussi qui sont assez simples, très bien expliqués. Il y a une revue qui est sortie qui m'a inspiré ce petit tuto, qui est la revue de Linux Pratique. Donc c'est le numéro de janvier-février 2009, hors série, qui explique un peu plus en précision que ce que je le fais, la commande R5 en donnant 3 cas concrets et en faisant un petit script bash. Donc je me suis inspiré de ça parce que ça va être l'étape suivante. Maintenant, ça va être de construire un petit script bash pour pouvoir exécuter une commande R5. Donner un exemple pratique dans un fichier shell d'une commande R5. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui va pouvoir vous servir tout le temps lorsque vous allez le mettre en association avec d'autres commandes. Donc moi j'utilise comme mode d'édition, comme éditeur, la commande nano. C'est l'éditeur nano, la commande shell qui appelle l'éditeur nano. Et je vais donc dans mon répertoire utilisateur créer un fichier test R5. Voilà, donc il n'existe pas, mais en l'appelant, il va le créer automatiquement. Dans ce fichier, je vais mettre la première ligne qu'on appelle un shebang, c'est-à-dire que c'est ce qui définit à l'envoi du script quel langage va être utilisé. En l'occurrence, là, c'est le langage shell, donc SH, qui est le binaire d'exécutable et lié au répertoire /bin. Voilà, c'est-à-dire que /bin va le lier à son emplacement réel. On l'appelle depuis cet emplacement. Donc là je vais définir une variable que je vais appeler date, qui va tout simplement me servir à créer une date. Donc cette variable va être définie par une commande qui est une commande de date et qui va sortir une date telle que je veux l'année, un tiret, le mois, un tiret et le jour. D'accord? Par contre, le mois ici, je le veux en simple. Donc l'année, je le veux sur 4 chiffres, le mois et le jour de manière assez simple, assez simpliste. Voilà. Ensuite, je voudrais aussi quand même qu'il m'affiche l'heure et les minutes, parce que si j'exécute la même commande 2 fois par jour, et je vais me retrouver avec des différences dans le même répertoire, alors qu'il faut qu'il incrémente un répertoire à chaque fois que j'envoie la commande. Donc en ce qui me concerne, je pense que seulement l'heure et les minutes seront nécessaires.
pourrais mettre les secondes aussi, mais je pense pas exécuter la commande toutes les secondes non plus. Donc ça ira bien comme ça. Voilà, donc ça, la variable est définie. Maintenant, l'idée, si vous voulez, de ce script, ça va être de lancer une commande R5 qui va à la fois synchroniser deux répertoires, mais à chaque fois que je vais lancer ce script, il va synchroniser deux répertoires, mais aussi s'il y a des choses de changer entre le répertoire source et le répertoire de destination, eh bien il mettra les changements dans des répertoires qui seront nommés en fonction d'une date à part. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que R5 peut faire et qui est très puissant. Ce qu'on appelle la gestion de backup. Voilà, c'est-à-dire que concrètement, vous allez pouvoir revenir dans l'historique de vos mises à jour de synchronisation et dire oh tiens, j'ai supprimé ce fichier, je voulais pas. Voilà, vous allez aller dans le répertoire le jour où ça a été supprimé et vous allez pouvoir retrouver votre fichier. Donc là, on va rentrer une commande qui va justement permettre de fabriquer ce fameux répertoire que moi je vais placer pour l'exemple dans un répertoire MNT. Comment je vais l'appeler, test et backup. Donc c'est un répertoire qui va être créé systématiquement dans backup et qui va donc prendre le nom de la variable de date. Ok, je me demande si la variable date comme ça elle va pas déjà exister. Je vais mettre comme ça pour être sûr que ce soit pas déjà un espace pris, la date. Voilà, donc je vais créer systématiquement, quand je vais envoyer ce script, il va créer un répertoire de date. Ensuite, je vais envoyer la commande R5 avec une option d'archivage. Je vais lui demander de nous montrer un peu ce qui se passe. Et je vais lui demander même de nous montrer les statistiques de ce qu'il a fait pour qu'on puisse avoir un aperçu exactement de ce qui s'est passé, combien de mises à jour on a eu. Par exemple, si on a un répertoire initial qui contient 25 mégaoctets mais il n'y a qu'un mégaoctet qui a été mis à jour, on devrait le voir apparaître. S'il y a un fichier donc là je vais voir delete aussi comme option que je vais rajouter, c'est-à-dire que les deux répertoires seront à l'identique, mais si j'efface un fichier entre l'un et l'autre, ça sera indiqué, le deuxième répertoire sera le reflet. Mais aussi je vais créer un répertoire de backup. Je vais lui demander de gérer des backups, et ce répertoire, grâce à l'option backup dir. Alors je vous engage à aller voir dans man R5 ces options et lire le descriptif de l'option qui est très bien fait. Vous allez voir, c'est très clair. Donc ce répertoire, ça va être exactement le nom du répertoire que j'aurai créé pour le coup, donc avec la variable de la date. D'accord ? C'est le répertoire qu'on aura créé au préalable, qui sera le répertoire où sera stocké le backup. Ensuite, il va me falloir mettre une source et une destination. Donc comme en ce moment c'est juste un essai, je vais mettre comme source home test et comme destination MNT test. D'accord? MNT test, il faudrait, pour bien faire, que je ne laisse pas dans l'état, test destination. Ok, donc je vais créer aussi le répertoire test destination en plus du répertoire test backup dans MNT. Voilà, on aurait pu mettre ici la source, ça pourrait être l'ordinateur d'où la commande est exécutée. La destination, ça pourrait être un autre ordinateur avec un nom d'utilisateur et une adresse IP
par exemple une adresse IP de votre réseau que vous pourriez connaître si vous n'avez pas de nom de machine, ou un nom de machine. Bon ben là, Archinix Jérôme, c'est la machine sur laquelle je fais le tuto, donc ça reviendrait au même que de mettre localhost. D'accord? Puisque je suis l'utilisateur Jérôme et je suis sur la machine Archinix Jérôme, donc actuellement, donc ça reviendrait au même que de laisser en l'état. Voilà, donc là le fichier script est créé, donc il ne reste plus qu'à faire CTRL X. Comme c'est marqué, c'est indiqué en bas, vous voyez ici, j'invente rien, c'est pas, je mémorise rien, c'est marqué là, quitter. Il va me demander si je veux sauvegarder, il me dit le répertoire a été modifié, vous le sauvegardez, je mets oui. Il me demande si je veux bien sauvegarder sur ce nom-là. Alors test R5, je vais mettre .sh parce que c'est un script du langage SH, donc c'est bien d'indiquer l'extension avec l'extension derrière le point, de donner une indication de ce que contient le fichier. Donc c'est testr5.sh. Écrire le fichier sous un nom modifié, oui, puisque effectivement j'ai pas mis testr5 mais et nano testr5. Donc si je refais la commande derrière .ssh, voilà le fichier existe, je rentre dedans, c'est parfait. CTRL X, il n'y a rien qui a été modifié, c'est bon. Si maintenant je voudrais exécuter ce shell, il faut que je le rende exécutable. Donc il faut que je fasse un chmod, change mode, que je le rende au moins par son utilisateur exécutable. 755, donc exécutable lisible et en écriture pour l'utilisateur, exécutable et lisible pour le groupe, et rien du tout pour le reste des gens qui se connecteraient, qui ne sont pas du groupe et qui ne sont pas des utilisateurs. Ils n'auront aucun accès ni en exécution, ni en lecture, ni en écriture pour donc le fichier test r5.sh. Donc je vais regarder si ça a bien pris en compte. Voilà, donc vous voyez RWX pour l'utilisateur, ici RWX pour l'utilisateur, R et X pour le groupe et rien du tout pour le restant. C'est pas un répertoire, c'est un simple fichier, comme on voit au début. C'est bien moi qui l'ai créé, je suis bien dans mon propre groupe. Comme vous voyez, avec ZSH et la colorisation, on voit que le fichier est en vert, alors qu'avant il aurait été en gris. D'accord? Tout simplement parce maintenant il est exécutable. Donc pour l'exécuter, je ferai comme ça, test, et ça l'exécuterait. Je pourrais faire aussi sh et le nom du fichier, et ça l'exécuterait. Pour le moment, il faut que je crée donc mes répertoires dans MNT pour pouvoir faire ce dont j'ai parlé. Donc dans MNT, j'ai déjà pas mal de répertoires qui existent. Ils vont mettre du temps à s'afficher parce que j'ai des fichiers de montage automatique, et comme l'ordinateur sur lequel les montages automatiques sont créés n'est pas connecté, il met du temps avant d'afficher le répertoire. Voilà. Donc vous voyez, j'ai déjà beaucoup de répertoires dedans, avec des couleurs un peu spéciales. C'est justement parce que ils sont montés à distance sur des fichiers autres, des systèmes de fichiers autres. Voilà. Donc je vais créer ici. Donc il faut que je mette en commande sudo super utilisateur, sudo rs user, pour pouvoir créer quelque chose, puisque MNT c'est pour route, c'est-à-dire que ça appartient à route. MNT, c'est un répertoire de montage, mais n'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi en fonction de ce qui est défini. Donc déjà, c'est un super utilisateur qui peut, ou en ayant droit du super utilisateur, qui peut créer un répertoire mkdir. Et il faut que je crée mkdir test, donc il va me demander mon mot de passe de sudo, c'est fait. Et dans test, il faut que, alors il met toujours un peu de temps à faire l'autocomplétion. Je vais aller dans test et après je vais créer donc backup et c'était quoi, destination.
Voilà, test. Je vais créer sudo mkdir backup et sudo mkdir destination. Alors vous voyez, il me demande plus le mot de passe tout simplement parce qu'il conserve le mot de passe 5 minutes à partir de la dernière utilisation. Donc quand je m'en serve, etc., etc., il ne me le demande pas systématiquement. Si j'arrête de m'en servir pendant 5 minutes, pour ça le chrono, on peut le définir dans un fichier de configuration qui se trouve dans etc sudo ers. C'est la temporisation avant qu'il nous redemande le mot de passe si on ne l'utilise plus sudo. Donc ça évite à chaque fois de taper le mot de passe comme un débile. Bon, c'est plutôt bien fait. Voilà, donc maintenant, si je fais un ls, je vois que les deux répertoires sont créés mais appartiennent à root. Donc il va falloir que je change l'utilisateur, donc sudo shown change owner, shown, la commande shown, sudo et shown. Je vais mettre Jérôme .Jérôme puisque c'est depuis Jérôme et depuis les répertoires Jérôme que j'utilise ces répertoires de sauvegarde et de backup. Donc backup BA étoile ou point bas point tiré étoile, c'est-à-dire tout ce qui est contenu dans là où je me trouve, donc dans MNT test, après en train de dire à Jérôme Jérôme. Donc on va vérifier, effectivement maintenant c'est le cas. Voilà, donc ça c'est fait, et on peut remarquer aussi que ce sont donc des répertoires en lecture écriture pour utilisateur, lecture exécution, des contenus pour le groupe et puis pour tous les autres. Très bien, donc moi j'ai envie par exemple de dire je veux mettre en 7.5.0, c'est-à-dire que les autres n'auront pas le droit ni de lire ni d'exécuter quoi que ce soit à l'intérieur pour tout ce qui est contenu ici. Voilà, c'est fait. Vous voyez la différence? Voilà, c'est fait. Donc à partir de ce moment-là, si je reviens dans mon répertoire d'utilisateur, ma commande R5, mon bash script R5 va fonctionner, puisque maintenant mes répertoires sont prêts. Donc je vais rentrer dedans, on va revoir la commande R5. Voilà. Donc ah oui, il faut que je crée quand même un répertoire test dans mon répertoire home. Donc je vais mettre home Jérôme test, parce que home c'est un répertoire d'utilisateur et home Jérôme c'est le répertoire, c'est mon répertoire d'utilisateur, c'est-à-dire un répertoire de, c'est moi qui suis logué. Donc je vais faire plutôt comme ça. Je fais une petite modification. Voilà. Donc maintenant depuis ici je peux créer un répertoire test. Là j'ai plus besoin de faire sudo puisque je suis dans mon répertoire, donc je peux faire ce que je veux dans mon propre répertoire. Voilà. Je vais mettre un peu de contenu dans ce répertoire et on va ensuite lancer la commande de test. Voilà, donc maintenant j'ai mis des fichiers dans le répertoire de test. Pardon. Laisse test. Voilà. Donc dans le répertoire test de home Jérôme, utilisateur, il y a bien les fichiers, il y a bien tous les fichiers que j'ai copiés d'images. Donc maintenant on va alors je vous remontre la commande shell telle que je l'ai fabriquée. J'ai fait une petite modification qui était importante parce que j'ai vu une petite erreur, donc je vous la signale. C'est que voilà, ici il n'y a pas de, vous voyez, si je fais ça il va me copier le répertoire test et non, et si je fais ça il me copie le contenu du répertoire test. Donc c'est bien ça que je veux, c'est le contenu du répertoire test et non pas test et son contenu. Voilà, donc si je maintenant j'envoie le script, bien on voit que ici ce qui est écrit ici c'est le résultat de la commande -v verbose, c'est le résultat de la commande verbose v, et ça ici c'est le résultat de la commande stat.
Voilà, d'accord. C'est statistique. Voilà. Donc, si je refais, si je renvoie cette commande, il y a le verbose, oui, il n'y a plus rien, tout simplement parce que il me dit que il n'a rien copié, puisque rien n'a changé. Donc, si rien n'a changé, il n'y a rien à copier. Voilà, les fichiers, les répertoires de source et de destination sont synchronisés. Donc maintenant, je vais aller quand même lire pour vérifier que ça ait bien été copié. Je vais aller lire le répertoire de destination. Et effectivement, dans le répertoire de destination, il y a bien les fichiers copiés. D'accord ? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un fichier. Je vais ajouter un fichier de médias dans le répertoire de test, d'accord ? Et je vais le resynchroniser. Donc, je vais trouver un fichier de médias. Voilà. Voilà. Donc là, si je refais ls test, vous voyez qu'il y a un nouveau fichier maintenant de médias ici qui a été rajouté. Le 01 pourquoi méditer.mp3, un fichier audio. Donc cette fois-ci, si je relance la commande le script de test R5, le script qu'on a écrit, eh bien il m'indique qu'il a effectivement copié ce nouveau fichier qui n'était pas dans le répertoire de destination. Donc si je lis le répertoire de destination, il est maintenant identique au répertoire de test. Si je lis le répertoire de backup, je vais voir qu'il y a, puisque j'ai fait 2 synchronisations, il y a 2 répertoires en plus dans le fichier de backup qui sont vides. Ils seront vides tout simplement parce qu'ils ont été créés automatiquement, mais il n'y a rien qui a été supprimé dans le répertoire de destination qui ne serait plus dans le répertoire de source. D'accord ? Donc il est normal de penser que ces répertoires sont vides. Vous voyez, celui-là il est vide et celui-là est vide aussi. D'accord ? Maintenant, je vais effacer dans mon répertoire de test, je vais effacer le fichier MP3. D'accord ? Donc il n'y est plus, je l'ai effacé. Donc le fichier de source home, Jérôme, test et le fichier de destination mnt test destination sont plus identiques. Donc si je renvoie la commande du script, fatalement il va me les resynchroniser, donc me supprimer, puisque j'ai la commande delete, il va me supprimer ce qui est en trop. Comme j'ai la commande backup et que je viens dire dans backup dire d'aller se mettre dans un des nouveaux répertoires qu'il aura créé dans le script, il va y avoir un nouveau répertoire créé dans lequel il y aura le fichier MP3 supprimé de la destination. Je ne sais pas si vous me suivez. Voilà. Donc il m'a écrit qu'il a supprimé le fichier audio, simplement parce qu'il n'existe plus dans la source et que la source et la destination doivent être identiques puisqu'on a indiqué la commande delete. D'accord ? Mais on a aussi backup et backup dir. Donc on va voir que si je lis ce qu'il y a dans le répertoire backup, il y a effectivement un répertoire de plus qui 2016, 20, 6, 11, 20, 14
01, celui-là, dans lequel il y a à présent le fichier supprimé, tout simplement parce que c'est l'historique des backups. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le script est un script assez simple. Donc il n'y a pas au niveau du script, au niveau langage du script, il n'y a pas de condition créée. On aurait pu mettre une condition pour lui indiquer de créer un répertoire uniquement quand il y a un fichier supprimé. D'accord? Donc c'est à vous maintenant d'imaginer quel serait ce script qui vous créera donc un répertoire daté uniquement lorsqu'il y a un fichier supprimé lors de la commande. Et non pas, vous voyez là, il a créé 2 répertoires pour rien. Donc je vous laisse un petit peu jouer avec ça. Et voilà, je pense que sur ce qui concerne R5 et le langage de script, ça a été, je pense, positif, instructif. Voilà, je vous rappelle la commande 5, donc R5, la commande R5, ici on l'appelle via URCRBin, ok, parce qu'elle se trouve dans URCRBin, avec les options, d'accord. Voilà, tout ça c'est des options, même backup dir, vous voyez, il y a égal une valeur, c'est une option, voilà, et source destination, de la même manière, ok. Vous lirez la page de manuel man R5, et vous verrez toutes les options que vous pouvez avoir. Je vous assure que vous pouvez vraiment tout faire avec R5, combiné avec d'autres commandes de shell que je vous expliquerai dans d'autres tutoriels à venir. Vous pouvez vraiment tout faire, du backup, des systèmes de backup, vous pourrez en fonction de votre imagination et la puissance de votre réflexion à vous, en fait, avec quelques outils en ligne de commande, faire énormément de choses. Combiné dans un script, ça va devenir vraiment redoutable. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère donc que ça a été instructif et ça n'a pas été trop long aussi. Et puis je vous dis à bientôt.